Alors, on va s'intéresser au marché financier et à un compartiment spécifique qui est les crypto-monnaies. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Je remarque quelque chose pour commencer. Vous vous intéressez aux cryptos et au Bitcoin en particulier quand ça baisse, pas quand ça monte. Ça fait longtemps qu'on attend ce sujet. J'en parle quand ça devient un sujet mainstream et on a de plus en plus de questions de la part de nos clients, de la part des gens qui nous entourent sur le Bitcoin. Donc, ils en ont acheté vos clients. Vous avez dans votre clientèle une idée du pourcentage qui ont acheté, qui sont passés à l'acte? Non, je ne peux pas vous dire le pourcentage des clients qui sont passés à l'acte. On nous en parle beaucoup, certainement qu'on y investit un peu quand même. J'espère que ce n'est pas des gros montants et en tout cas j'espère que les gens acceptent la volatilité qui accompagne cet investissement. Oui, volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous avez apporté des graphiques pour qu'on plante un petit peu le décor. On va les voir ensemble. Le premier, il concerne la comparaison entre le CAC 40 et une action américaine bien connue de nos amis lecteurs, Amazon. Oui, pourquoi Amazon en fait? Parce que c'est un des plus beaux succès en bourse sur les 10 dernières années. Amazon a une performance de 1800% sur les 10 dernières années. Depuis juin 2011 à juin 2021, on est à plus 1800%. Quand le CAC 40, sur la même période, a une très belle performance, plus 180%, plus 176% exactement, ce qui fait plus qu'un doublement. C'est avec 100% qu'on double son capital. Avec 180%, on fait presque x3 sur le capital investi sur le CAC 40. Mais vous voyez que même par rapport au CAC 40, Amazon est largement au-dessus. Certains parlent d'une bulle sur le Nasdaq. On peut justifier les cours d'Amazon, même s'ils peuvent paraître chers. Alors, donc ça, c'est aussi le propre des valeurs de croissance. De toute façon, c'est de progresser plus que l'indice classique. Alors, deuxième graphique, et on va enchaîner avec ce deuxième graphique qui montre quoi cette fois-ci? Qui compare donc cette fameuse valeur Amazon, qui est la plus belle action des 10 dernières années, avec le Bitcoin. Et là, vous voyez que c'est vraiment incomparable. On ne voit absolument rien sur le graphique. Eh bien, il y a bien une courbe tout en bas, qui est la courbe d'Amazon, qui est la courbe tout en bleu. Alors, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est absolument écrasée par la hausse du Bitcoin. Amazon fait 1800%, on l'a vu sur le graphe précédent, mais le Bitcoin, sur la même période, fait 179 000% sur 10 ans. Autrement dit, c'est quoi ces chiffres en fait, pour que ça parle aux gens qui nous regardent? Imaginons que vous aviez investi 1000 euros il y a 10 ans sur le Bitcoin, vous auriez aujourd'hui 1 800 000 euros. De 1000 euros investis, 1 800 000 aujourd'hui. C'est la fameuse histoire de la pizza la plus chère de l'histoire, parce qu'elle a été vendue, je ne sais plus, 10 bitcoins et ça valait 50 millions de dollars à peu près il y a quelques temps. Alors, on voit que le bitcoin peut être un placement très juteux à condition de rentrer au bon moment. Parce que depuis quelques semaines maintenant, pour ceux qui sont rentrés à 65 000 dollars, c'est plus compliqué, ça a été divisé en deux. Voilà, ça a été fortement réduit. C'est pas la première fois que ça arrive à plusieurs reprises depuis une dizaine d'années. On le voit un petit peu sur le graphe qui était à l'écran. Il y a eu différentes périodes où il y a des fortes corrections. Une des plus fortes corrections a été de 80% de la valeur. Alors sur la durée après, ça n'a pas empêché le Bitcoin de reprendre sa tendance de long terme. Mais la volatilité est extrêmement forte. C'est un des actifs les plus volatiles qui existent aujourd'hui. Deux questions. Est-ce qu'on peut encore perdre 80% cette fois-ci? Parce que bon, c'est annoncé régulièrement, ça fonctionne par vague. Est-ce que c'est ça le scénario que vous envisagez? On a perdu déjà 50% à peu près par rapport au plus haut? Oui, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est très difficile d'établir une valeur intrinsèque au Bitcoin. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Quelle est la valeur aujourd'hui du Bitcoin qu'on peut viser dans quelques semaines, dans quelques mois ou quelques années? Donc ça, autant l'évacuer. Maintenant, ce qu'on peut comparer, c'est par rapport au momentum, à la vitesse de variation par rapport à d'autres actifs. Et là, on peut regarder ce qui s'est passé lors de bulles. On a eu des bulles sur les marchés financiers, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Et ce qu'on observe à chaque fois, c'est que juste avant l'éclatement de la bulle, il y a une accélération de la hausse. Et c'est ça qu'on observe sur le Bitcoin encore cette fois-ci. Vous le voyez bien sur le graphe. La progression était forte et elle a énormément accéléré au cours des tout derniers mois. C'est presque à la verticale. Et ça, c'est systématiquement annonciateur d'une chute très marquée ensuite. On l'a vu lors de la bulle Internet en 2000, entre 1998 et mars 2020, sur à peine 18 mois, le Nasdaq fait x2. En mars 2020, il s'est écroulé. Mais alors, si vous faites un graphe dézoomé du Nasdaq, on a exactement la même
le même aspect actuellement, hein. Oui, la hausse a été très très marquée au cours des 12 derniers mois. Maintenant, vous pouvez voir, en fait, on l'a vu sur le graphe sur Amazon, que depuis quelques mois, depuis 3 4 mois, il y a une stabilisation des valeurs Amazon et du Nasdaq, et ça c'est plutôt sain, effectivement. Alors, on n'arrive pas forcément à mettre une valeur intrinsèque sur le Bitcoin. En revanche, il y a des raisons factuelles pour lesquelles le cours recule actuellement. Par exemple, la Chine ou d'autres institutions, notamment banques centrales, qui essayent de limiter ce déploiement. Oui, alors ça c'est vraiment le risque principal de ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs. C'est le risque réglementaire, le risque que les banques centrales interviennent et disent stop, la régression est finie. Pourtant, c'est censé être indépendant justement des banques centrales et on peut s'échanger sans qu'une banque centrale ne vienne mettre son nez dedans. Non, je ne crois pas. Enfin, toutes les pays, les banques centrales chercheront systématiquement en fait à réguler un actif qui va prendre des proportions importantes. Alors la Chine a commencé à le faire. Ça, pour la petite histoire, c'est étonnant que ce soit la Chine qui le fasse la première. C'est la Banque populaire de Chine. On s'attendait à ce que ce soit plutôt un pays comme les États-Unis, que la Fed le fasse en premier. La Fed qui a toujours été le gendarme mondial de la bourse. La Chine, même sur ce terrain-là, on le voit également, essaye de prendre la place des États-Unis. Ça, c'est pour la petite histoire. Oui, c'est étonnant et pas étonnant de la part d'un pays pas très libéral. Et de toute façon, le droit de battre monnaie, en effet, est une prérogative des États qui auront du mal à laisser. Oui, ils n'accepteront pas ça. Alors, la raison qu'ils donnent, elle peut s'entendre, c'est d'abord qu'on ne contrôle aucun flux. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'opérations illicites. Or, les États font tout pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre le financement du terrorisme. Oui, alors ça, c'est un peu battu en brèche, hein. Apparemment, il n'y a que 2-3% d'opérations illicites et il y a plus d'argent sale qui circule avec des dollars qu'avec des vrais billets en argent liquide qu'avec le Bitcoin, hein. Enfin, quand on voit ce que les autorités font auprès de nos clients, lorsqu'ils font le moindre mouvement, le moindre achat sur un contrat d'assurance vie, même pour quelques milliers d'euros, on leur demande énormément de papiers. Je vois mal comment ils pourraient laisser faire des opérations sur le Bitcoin sans demander la moindre trace. Ça me paraît complètement impossible. Est-ce qu'il faut en avoir dans son portefeuille? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients? Est-ce qu'il y a au moins quelques pourcents ou pas du tout? Alors certains institutionnels disent qu'il faut en mettre un petit peu dans les portefeuilles parce que c'est un actif qui monte, dont on parle beaucoup. Moi, je pense en fait que c'est ultra spéculatif, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut accepter en fait des variations aussi importantes. Je ne sais pas dire si ça va continuer à monter après la correction qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'il faut profiter de la baisse au cas où ça repartirait? Vous donnez ce conseil à certains de vos clients ou pas du tout? Non. D'abord, j'ai beaucoup de mal en fait à conseiller un client sur des actifs dont on ne connaît pas la valeur intrinsèque. Ça, c'est carrément impossible pour nous. En fait, je pense que le risque est absolument démesuré. Le risque réglementaire est extrêmement fort. Et à partir de quel moment, d'ailleurs, on peut se demander quand vraiment les banques centrales vont dire stop, la Fed et la BCE. Et la réponse à ça, c'est un peu la taille du marché. Or, avec cette hausse, le Bitcoin commence à avoir une taille qui n'est pas systémique, mais qui s'en rapproche. Alors, les banques centrales sont très sensibles aux actifs dits systémiques. Une baisse d'un cours d'un actif systémique pourrait faire chuter tout le système. Bien sûr. Le Bitcoin, en avril, c'était 2% de l'ensemble des actifs mondiaux. 2%, ça commence un petit peu à se voir. S'il se passe quelque chose sur ce marché-là, ça pourrait, de fil en aiguille, par répercussion, avoir un impact sur les autres actifs. Et ça, ils ne laisseront pas faire. Quelques questions. Est-ce que pour ceux qui souhaitent malgré tout investir en Bitcoin, les ETF, ça peut être un bon choix? Oui, ça peut être un bon choix en fait. Ça permet de répondre à une préoccupation, la sécurité en fait, en allant sur un ETF qui est géré par une société connue, qui a pignon sur rue. Au moins, on ne prend pas le risque lié à l'exécution de l'opération. Ouais. Une question de Claude, la fiscalité, c'est fiscalisé aussi ces cryptoactifs? Bien sûr, c'est fiscalisé. En France, c'est fiscalisé en fait au prélèvement forfaitaire unique, donc 30%. En France. Et en dehors du Bitcoin, est-ce qu'il faut s'intéresser à d'autres cryptoactifs? Demande Sébastien. Pour diversifier, on peut aller sur différents crypto-monnaies. Ce qu'on voit en fait pendant cette crise-là, c'est qu'elles sont finalement très corrélées, la plupart des monnaies, et elles n'apportent pas beaucoup de diversification. Finalement, c'est presque considéré un secteur relativement homogène, et ça n'apporte pas énormément de choses, la diversification au sein de ce secteur.
D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Un beau sujet, le Bitcoin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, Certainement. prudence, c'est le message qu'il Tout faut à fait. retenir. À très bientôt. Au revoir.